Que fait-on avec ces histoires de famille? Comment écrit-on sur des femmes et des hommes qui nous ont précédés, oncles, tantes, cousins, grands-parents, grands-oncles, que l'on a pour certains connus et pour d'autres pas, et dont on n'a entendu parler que par des histoires de famille? Des histoires sur ces générations de juifs alsaciens qui, au travers de la Seconde Guerre mondiale, ont vécu la Shoah en Europe. L'évacuation, les rafles, les dénonciations, le passage en Suisse, les camps d'internement. Comment travaille-t-on sur ses propres souvenirs et ceux des autres? C'est ce que nous propose aujourd'hui notre invité, Marc-Alain Wolf, avec son livre « Histoire de famille, histoire de guerre », des nouvelles, paru aux éditions Triptyque en 2014. Marc-Alain Wolf, bonjour. Bonjour. Marc-Alain Wolf, vous êtes psychiatre d'origine française, strasbourgeoise, c'est une origine que nous partageons, au Québec depuis 1984, écrivain, essayiste. Vous avez écrit par exemple cet ouvrage « Quand le mysticisme mène à la folie », essai sur la mystique juive, Shabbatai Tzvi et le rabbi de Kotz. Je vous montre à l'écran. Vous avez également écrit « Quand Dieu parlait aux hommes », lecture psychologique de la Bible. Vous êtes l'auteur de 3 romans, dont Kippour. En hébreu, il y a marqué Yom Kippour, mais sur votre titre en français, c'est Kippour. Et aujourd'hui, vous nous proposez ces 13 nouvelles ou récits qui toutes tournent d'une manière ou d'une autre sur la vie des Juifs durant la Shoah. Alors, il y a 2 axes un peu en quelque sorte dans cet ouvrage. Le premier, je l'ai dit, sont vos souvenirs de famille. Et le deuxième, nous allons commencer par celui-ci. Ce sont des faits, soit historiques, soit des faits que vous avez retrouvés dans la presse et dont vous imaginez le déroulement. Pouvez-vous nous en donner un exemple? Oui, alors la plupart des récits quand même sont inspirés d'événements qui ont touché des membres de ma famille. Alors, il y a eu d'autres histoires que je voulais raconter parce qu'elles m'ont beaucoup touché. Alors, je vous donne donc le premier exemple, c'est il y a quelques années, on a lu dans la presse américaine, dans un magazine new-yorkais, la vie d'une femme racidique, ultra-orthodoxe, qui est décédée à 90 ans et qui était une rescapée des camps de concentration et qui, à sa mort, a laissé plus de 2000 ou 2500 successeurs directs. Descendants directs. Et donc elle venait d'un village ou d'un shtetl où la plupart des juifs avaient été tués. Et donc ça m'avait frappé parce que dans le magazine, il mettait un rapport, le chiffre très élevé de ses successeurs et qui correspondait à peu près aux morts de son village d'origine. Et donc j'ai essayé d'imaginer qu'est-ce qu'a pu être la vie de cette femme. Alors vous travaillez aussi vous écrivez sur un personnage, un auteur français, juive célèbre, Irène Nemirovsky, et dont on sait qu'elle a été déportée en 1942, et vous la surprenez dans le train de la déportation. Oui, alors dans ce moment, il y a quelques années là aussi, on a énormément parlé de cette écrivaine dont on ne parlait plus tellement, qui avait eu beaucoup de succès dans les années 30, et donc qui était morte en déportation. Et ce qui m'avait évidemment intéressé dans ce cas-là, c'est que c'était une femme juive, brillante, mais qui n'était pas vraiment intéressée par sa judéité, ou qui s'est retrouvée même à collaborer avec des revues très antisémites. Et donc là, j'ai pu essayer de m'imaginer qu'est-ce que ça pouvait représenter pour ces êtres-là, pour ces femmes-là, de se retrouver à un moment embarqués dans ces trains vers les camps de concentration. Permettez-moi de lire un extrait. À un moment donné, elle est interpellée par d'anciens journalistes ou quelqu'un qu'elle a croisé dans sa vie mondaine parisienne. Alors cet homme, à brûle pour point, il lui demande ce qu'elle faisait dans cette galère. Avec vos relations, lui dit-il, avec une légère ironie, vous ne devriez pas être ici, vous, l'auteur de David G., l'ami de Brasillac et de Morand, l'écrivaine à la mode, collaborant aux revues Candide et Gringoire. Et pourtant, elle se trouve là, amie dans ce destin commun à tous les Juifs. Absolument. C'était ce moment-là qui m'intéressait de montrer, de faire voir. Alors, l'autre verve de cet ouvrage, ce sont vos souvenirs de famille. Alors, il y a toute une galerie de personnages. Il y a par exemple Daniel le Bienheureux. Pourquoi s'appelle-t-il ainsi? Daniel le Bienheureux, c'est mon père. On l'a appelé comme cela parce que dans sa vie, il y a eu 2-3 événements où il aurait dû tout simplement mourir, des accidents très graves, et puis il s'en est sorti à chaque fois. Et je crois que l'événement le plus extraordinaire pour moi et pour lui aussi, c'est la guerre qu'il a traversée. Il s'est retrouvé dans un camp au centre de l'Allemagne, un camp de juifs, de soldats français juifs, pendant 5 ans, à couper du bois pour les Allemands, et on ne lui a strictement rien fait.
Et le commandant allemand a parfaitement respecté les règles de guerre avec eux. Ils se sont beaucoup mieux comportés avec ces soldats qu'ils ont considérés comme des soldats français qu'avec les Russes qui étaient juste à côté et qui les affamaient. C'est dans un de ces camps, par exemple, que Emmanuel, le philosophe Emmanuel Levinas est passé durant la guerre. Parce qu'il a eu la chance de se faire naturaliser juste avant la guerre, mais lui, il en garde un souvenir moins glorieux. Mon père s'est rendu compte que c'était extraordinaire ce qu'il avait vécu, alors que Levinas lui en parle comme une expérience extrêmement pénible, où il a vu des gens mourir. Mais bon, comme je disais, ils étaient gardés par les Allemands comme juifs pendant 5 ans, en tout cas dans le cas de mon père, et ils sont sortis, ils ont traversé ça. Alors vous imaginez dans ce récit un personnage, Hans, qui a à peu près le même âge que votre père, qui lui est allemand, qui se retrouve à la tête de ce camp d'internement pour prisonniers juifs français, et qui, à un moment donné, tient tête à un SS nazi qui s'indigne des conditions relativement correctes dans lesquelles vivent ces prisonniers. Absolument. Alors, donc, on m'a beaucoup parlé de ce commandant allemand qui était très éduqué, qui parlait français, mais parlait ensemble l'allemand. Et c'était une chance pour mon père d'être alsacien de pouvoir parler l'allemand. Bref, je vous donne juste un exemple. Ces soldats juifs ont fait la grève parce qu'ils considéraient que leurs conditions de détention n'étaient pas bonnes. Et le commandant allemand leur a dit « Mais vous vous rendez compte où vous êtes ?» Ils ont dit non, on veut tel changement. Et ils ont eu ces changements. À la fin de la guerre, il y a un SS qui s'est présenté, qui était complètement ahuri de voir qu'il y avait des juifs bien traités par l'Allemagne, etc. Et là, mon père m'a décrit une scène donc, entre l'officier de la Wehrmacht et le SS. Et il se rappelle très bien qu'à un moment donné, l'officier de la Wehrmacht lui dit en allemand « Vous avez perdu la guerre. Vous avez perdu la guerre, laissez-nous tranquilles, etc. » Parce qu'ils avaient quand même été mis au mur pour être fusillés, et c'est là que le commandant de la Wehrmacht était attaqué. Alors, il y a d'autres personnages, il y a par exemple Jeannette. Qui est Jeannette ? Jeannette, c'est la sœur aînée de mon père. Donc, mon père est issu d'une famille de 8 enfants, et donc la sœur aînée qui est décédée en 2010 à l'âge de 99 ans, juste avant ses 100 ans, et qui a été ma principale source d'informations. C'est à elle que j'appelais, même tout à la fin, elle n'avait plus beaucoup de mémoire, mais elle était quand même capable de me donner des éléments sur ses frères. Alors Jeannette, elle, sauve votre famille qui a été évacuée du côté de Périgueux, oui, c'est ça. Comme grand nombre d'Alsaciens et de Juifs alsaciens. Elle fait les yeux doux à, là aussi, deux SS qui arrivent. Alors là, c'est une autre histoire. Ça, c'est pas Jeannette, c'est l'autre fille. Il y a 2 filles dans la fratrie. C'est Génie. Ah. Et c'est elle, alors là je raconte l'histoire, c'est elle qui arrive à un moment donné, les SS se présentent pour arrêter mes grands-parents. Et c'est elle qui arrive à, disons, leur faire les yeux doux effectivement et leur donner rendez-vous le lendemain. Et évidemment, les grands-parents ont pu fuir. Et c'est très étonnant de la part d'une fille qui vient d'un milieu ultra-orthodoxe. Mon grand-père était extrêmement religieux de pouvoir faire cela, mais je raconte aussi... De jouer de la séduction. Oui, mais quelque chose peut l'expliquer, quelque chose de tragique qu'elle a connu enfant. On ne va pas tout dévoiler, tous les secrets d'ouvrage. Il y a aussi Bernard qui arrive à s'échapper de Drancy. Oui. Et alors qu'il était destiné à la déportation. Tous ces souvenirs s'enchaînent, vous le racontez avec une écriture alerte, avec beaucoup d'émotions. Votre épouse Rachel m'a dit, tu verras, tu le liras en 1h30. Non, je ne l'ai pas lu en 1h30 parce que c'était à chaque fois, je voulais faire durer le plaisir. Et aussi les émotions, il fallait en quelque sorte les digérer. Vous terminez par une nouvelle que j'aime beaucoup, qui a trait ici à Montréal. Alors, à Montréal, il y a un quartier qui s'appelle le quartier d'Outremont, où cohabitent 2 communautés. La communauté chassidique de Montréal, qui représente à peu près 10% de la communauté juive. Ce sont des chassidiques de Pest, de Vignitz, des Satmar. Et dans ce quartier d'Outremont, il y a aussi les Québécois pur laine. En France, on dirait bobos, c'est-à-dire bourgeois bohèmes. Alors cette cohabitation entre du chassidim portant Stremel et des Québécois pur laine, parfois crée certaines tensions. Et puis il y a des scènes quand même un peu comiques. Vous racontez cette scène où, à la veille d'un Shabbat, vendredi après-midi, un chassid avec toute sa ribambelle d'enfants se gare en double ou triple ligne pour faire des courses et il est interpellé par un policier qui ne comprend pas très bien ce qu'est le Shabbat. Et qu'est-ce que fait ce chassid? Je vais juste me permettre de lire cet extrait. Le père de famille nombreuse, propriétaire d'une antique familiale jaune de marque, immatriculée au Québec, répète en levant les yeux, suppliant en direction du visage joufflu et très peu compatissant de l'agent de la ville de Montréal, « Shabbos, Shabbos, Shabbos », c'est-à-dire Shabbat. Il articule bien pour être sûr de se faire comprendre, et tous les enfants gémissent à leur tour, « Shabbos, Shabbos », même le bébé, qui lui, peut-être parce qu'il a faim, se met à hurler « Shabbos ». Et alors, est-ce que le policier va avoir de la compréhension?
Non, il n'y aura pas de la compréhension, mais un événement va survenir qui va, disons, permettre au Racine de bien s'en sortir. Et c'est une histoire vraie, c'est une histoire qui m'a été racontée, évidemment pas de cette manière-là, mais on m'a raconté l'histoire d'un ultra-orthodoxe qui s'est fait arrêter par la police. Et il est arrivé un événement complètement inattendu qui lui a permis de s'en sortir. Évidemment, l'ultra-orthodoxe a considéré tout à fait naturellement que c'était Dieu qui intervenait, restait une demi-heure pour Shabbat et c'était tout à fait naturel. Marc-Alain Wolf, je l'ai dit, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Qu'est-ce qui fait que maintenant, dans votre vie, et alors je vous demanderai de répondre très brièvement, vous avez eu envie de vous pencher sur ces histoires de famille? C'est pas maintenant, ça fait très longtemps que j'écris, donc c'est des nouvelles ou des récits que j'ai écrits petit à petit, et puis peut-être parce que maintenant, depuis 2 ans, toute cette famille et tous mes oncles et tantes, mon père, sont partis, donc j'ai trouvé qu'il était temps, ne serait-ce que pour mes enfants, de leur faire connaître ces histoires, ces récits. Marc-Alain Wolf, merci d'être l'invité de ce magazine des cultures juives au Québec, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine interview et un prochain avis.